On s'est dit qu'on allait lancer une idée par mois, chaque mois, jusqu'à trouver la bonne idée. Et donc on en a planté, on n'a pas planté, mais on en a arrêté 5 ou 6 de suite. Tous les jours, tu travailles ton développement personnel? Ah oui, je pense au moins 1 heure, 2 heures par jour. Mais oui, c'est quelque chose qui est super important pour moi et sur lequel je travaille tous les jours. Je t'ai fait une vraie wishlist. Ouais, c'est même plus, c'est une roadmap. C'est-à-dire qu'il y a la roadmap de Finari, il y a la roadmap de ma vie et je gère les deux en même temps. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien, aujourd'hui, je suis en compagnie de Julien Blanchère, qui est CTO de la société Finari. Finari, qui est une société de gestion de patrimoine pour des investisseurs qu'on va qualifier de modernes. Et Julien va nous en dire un petit peu plus dans les minutes qui viennent. Merci Julien d'avoir accepté l'invitation et d'être venu jusque dans notre salle BD. Merci à toi. Ouais, super cool, super locaux. Je vais me permettre je crois qu'il y a eu quelques tournants dans ta carrière, quelques moments forts. Et c'est vrai que je commence le podcast, des fois par cette question. Est-ce qu'il y aurait justement 3 moments forts, 3 moments particuliers que tu voudrais nous partager? Ouais, carrément. Je pense que ça commence assez tôt, c'est-à-dire que ça commence à 42 quand juste après le bac, j'ai pu rejoindre l'école 42 qui venait de se monter, donc c'était la toute première promo de 42 en 2013. Donc c'est l'école d'informatique qui a été créée par Xavier Niel, et donc ça a vraiment été pour moi un premier bouleversement parce que j'ai pu apprendre à coder et être dans un environnement qui me correspondait beaucoup plus que le système traditionnel scolaire. Et ça a débouché derrière sur la création de Recast, ma première start-up. Du coup, je te coupe. Le système scolaire classique, en fait, tu fais quoi comme différence? Qu'est-ce qu'il y a de vraiment fondamentalement différent à l'école 42 qui fait que ça te convient? Pour moi, l'école 42, ce qui est vraiment cool, c'est que tu es entièrement en autonomie par toi-même. Il n'y a pas de prof. Donc il y a une équipe pédagogique, mais il n'y a pas de prof. Tu apprends avec des vidéos et tu apprends à faire par toi-même et en équipe. Donc en fait, t'as d'autres personnes avec qui tu travailles, tu te corriges entre étudiants. Et on va dire que tu ne peux pas te plaindre en fait. Et maintenant, ça s'est un peu calmé, mais moi j'aimais bien mon époque où c'était assez dur, c'est-à-dire que ils allaient totalement en opposition avec les systèmes traditionnels où tu pouvais pas dire on n'a pas vu ça, ou c'est injuste, ou on n'a pas fait ça, ou je sais pas quoi. C'était tu te débrouilles, la vie elle est pas juste et fais ton truc. La vie elle est pas juste, c'est pas grave, et tu te débrouilles. Voilà, c'est ça. Et c'était plein de projets super compliqués et où il fallait se débrouiller tout seul. Et c'est vrai que c'est super motivant, et moi ça m'allait bien de faire par moi-même et pas d'être assis en cours. On est actif et on n'est pas passif, je dirais, c'est ça là. Parce que la répartition entre guillemets cours et projet. C'est 100, 0. 0-100. Donc, il n'y a pas de cours, c'est que du projet. Il y a ce projet-là, faut résoudre ce problème. Et donc, pour ça, vous avez telle ressource, et la ressource principale, c'est Google. Et puis, résolvez le problème. Et donc, il y a ça, et puis après, on passe au projet suivant. Et tout ça, ça se fait dans un espèce d'arbre. Et cet arbre, c'est un arbre de projet dans lequel on peut se spécialiser sur certaines branches, algorithmie, Unix, ce genre de choses. Et en fait, on marque des points à chaque projet. Et quand on arrive à un certain niveau, c'est très jeu vidéo. Quand on arrive à un certain niveau, on peut avoir notre diplôme. Il y a 2 diplômes possibles, 2 niveaux possibles. On peut avoir notre diplôme. D'accord. Et toi, tu t'es spécialisé dans quelle branche pendant ces années ? Moi, j'ai pas eu le temps vraiment de me spécialiser, parce qu'en fait, tu as un tronc commun donc la formation, c'est 3 ans, mais tu peux faire entre 3 et 5 ans, comme tu préfères, ou plutôt comme ça te va le mieux, selon à quel point tu vas approfondir les sujets, à quel point tu vas aller vite, etc.
Et donc en moyenne c'est 3 ans. Et donc sur ces 3 ans, moi j'ai fait 1 an où j'ai vraiment fait le tronc commun. Et en fait après j'ai rejoint un partenariat avec HEC. HEC que j'aurais jamais pu rejoindre de manière traditionnelle en faisant la prépa, etc. Et donc j'ai pu faire un certificat à HEC qui m'a donné un peu une ouverture sur d'autres choses que le dev. Qui était super intéressant. Et en fait, après le certificat HEC, ça a enchaîné sur un premier stage dans une startup qui s'appelle toujours Youpies, où j'ai rencontré d'ailleurs mon associé Mounir de Finari aujourd'hui. Et voilà. Et puis après le stage, j'ai refait quelques gros projets. Et en fait, très rapidement, j'ai arrêté 42 et j'ai enchaîné sur Recast parce que, en fait, t'apprends tellement vite des trucs utiles que t'as du travail qui commence à arriver et au bout d'un moment, bah, on se laisse prendre par le truc et puis on abandonne un peu les études, quoi. Et du coup, Recast, tu parles de Recast, tu peux nous en parler un petit peu du coup ? Carrément. Recast, en fait, on l'a monté avec... on était 3 étudiants de 42, on travaillait ensemble, et puis un entrepreneur qui avait déjà monté 2 boîtes, monté et revendu 2 boîtes. Et donc, en fait, lui, il avait une idée, il voulait remonter une boîte. Il voyait un peu une tendance autour de l'intelligence artificielle et de tout ce qui était analyse du langage naturel, tout ça. Et il avait besoin de personnes techniques pour s'associer à lui. Et donc, ça a bien matché, on s'est mis tous ensemble. Et donc, on a monté Recast, qui était une entreprise. On faisait un moteur pour créer des chatbots. Donc, au tout début, même, on a commencé avant que le nom de chatbot arrive. Au début, ça s'appelait pas des chatbots sur Recast, ça s'appelait juste des applications, je crois. C'est moins sexy. Ouais, c'est moins sexy. Et après, il y a Facebook. Le jour où ils ont parlé de chatbot pour Messenger, et ben, on a rebrandé toute la plateforme en une nuit et on s'est mis dans la vague. Et donc, en fait, nous, derrière, on faisait le moteur qui permet de créer des chatbots et donc toute la partie NLP, machine learning et donc plus généralement intelligence artificielle, quoi. Comment ça se passe la rencontre, puisqu'en fait, plusieurs petits jeunes du coup, et quelqu'un d'un peu plus expérimenté, quelqu'un que vous connaissiez, quelqu'un du réseau, comment ça se passe cette rencontre-là ? Ouais, on a été mis en relation à travers l'équipe fondatrice de 42. D'accord. Et donc en fait lui il les connaissait et puis eux il leur a dit est-ce que vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés, qui pourraient matcher le projet, tout ça. Et donc on a été mis en relation comme ça et en fait ça a bien fité, on a décidé de commencer ensemble. Et donc c'était en septembre 2015 et donc on a commencé à travailler ensemble et puis en fait assez rapidement la boîte elle s'est montée et voilà, on était les 3 sortis de l'école qui faisions notre première vraie expérience professionnelle et puis Patrick qui était plus expérimenté et donc qui drivait un peu la barque, on va dire. D'accord. Lui, il était plutôt côté produit, côté idée, côté... vraiment leadership, stratégie, aller chercher des contrats aussi, aller chercher de l'argent accessoirement, parce que c'est utile quand on fait une entreprise. C'est mieux. Ouais, c'est ça. Et puis en fait, au début, on a tous un peu commencé. Donc Jasmine et Paul, c'était les 2 autres personnes qui étaient avec moi, les 2 autres étudiants. Et donc avec Jasmine et Paul, on était très tech. Forcément, au début, c'est sortir un produit, sortir un premier quelque chose, quoi. Et donc on a sorti les premières versions et après on s'est un peu chacun spécialisé. Donc Patrick toujours sur la partie stratégie, vision et commerciale. Paul il est parti vraiment sur le machine learning, les choses vraiment deep. Et Jasmine plus sur le produit, le design, le front. Et moi je suis allé plus sur tout ce qui était infrastructure et back. Donc les infras, du coup, cloud. Ouais, on a fait du cloud, on a fait, je pense, tous les clouds principaux. On a commencé sur, commencé sur Kimsufi, le truc pas cher d'OVH. Après, on a fait Soyuz Start. Après, on a fait DigitalOcean. Après, on a fait AWS. Après, on a fait Azure et après AWS. Pourquoi on change 5 fois de système de cloud ? Parce que c'est du boulot, quoi, j'imagine, de migrer à chaque fois. Il y avait plusieurs raisons. Il y avait déjà les besoins au début de grandir doucement. C'est-à-dire qu'au début, quand je dis Soyuz Start ou Kimsufi, c'était vraiment parce que tout était sur le même serveur, en fait. Aussi, on faisait notre expérience. Donc, j'avais pas l'expérience que j'ai aujourd'hui sur l'infra. Donc, forcément, je découvrais, je touchais, je testais, tout ça. Et puis après, il y a eu, quand on est arrivé sur les providers un peu plus gros, donc les
Digital Ocean, Digital Ocean AWS et Azure. Après, c'était plutôt avec les crédits, parce que quand on est une startup, on a des crédits, et donc on migrait un peu au gré des crédits, ce qui nous permettait, vu que ça coûte très très cher, l'infra, ça nous permettait de réduire nos dépenses en fait. Et puis le dernier truc, c'est qu'on faisait du machine learning, mais du machine learning conversationnel, ce qui veut dire que on avait un besoin de temps réel par rapport à ce machine learning. Et donc en fait, concrètement, quand quelqu'un envoie un message à un chatbot, il fallait derrière qu'on traite le message et qu'on y réponde dans, on va dire, la seconde ou en dessous d'une seconde pour que ça soit agréable, pour que l'expérience soit agréable. Ouais. Voilà. Et donc du coup, derrière, il fallait avoir une infra qui soit capable de faire ces choses-là. Et forcément, plus on a développé les systèmes, plus il a fallu qu'on arrive sur des infrastructures sophistiquées pour pouvoir garder cette fluidité dans la conversation. Et du coup, vos clients, là, c'était qui ? C'était principalement des gros télécoms. On a eu Bouygues, on a eu SFR, qui étaient vraiment les 2 plus gros clients qu'on a eu. D'ailleurs, ils doivent toujours tourner sur Recast. Enfin, moi, je me suis pas renseigné, mais aux dernières nouvelles, ils tournaient toujours sur Recast. Si vous allez sur le site Red de SFR, il y a un petit chatbot et c'est Recast. C'est Recast. Ouais. D'accord. Du coup, maintenant SAP, mais oui. Et ouais. Je sais plus ce que je veux dire. Alors là, du coup, tu dis maintenant c'est plus Recast, c'est SAP. Bon, là, il y a un petit espace temporel. Il s'est passé quoi du coup ? Ouais, on a travaillé sur le développement de la boîte pendant 2 ans et demi, et au bout de 2 ans et demi, on est arrivé un peu au moment où on avait déjà fait un seed et c'était ok. Est-ce qu'on fait une série A, on continue, ou est-ce que on passe on envisage de revendre la boîte. On avait pas mal d'offres qui arrivaient, pas mal d'intérêt, et on était un peu en haut de la vague. On connaît un peu la courbe d'adoption d'une technologie, et nous on était vraiment en haut de la première courbe, donc on savait que si on continuait derrière, on pouvait faire quelque chose de bien, mais il y allait avoir une partie un peu plus basse et moins active, on va dire, en termes de marché. Et donc on a décidé de revendre à SAP Recast. D'accord, ok. C'est une décision commune ou du coup l'investisseur chevronné était était poussé un peu pour cette direction? Patrick était forcément plus il poussait pour cette décision, mais surtout par rapport au fait que ça a toujours été lui qui voyait ces choses-là et qui s'occupait de ces choses-là, et donc nous on lui faisait confiance en fait, et donc on avait nos idées, il y avait le fait que c'était quand même notre bébé, donc je pense que nous on y était attachés plutôt en tant que développeur, on va dire. C'était le premier projet qu'on montait, donc on y était très attachés. Donc sur cet aspect-là, ça a été dur pour nous de se dire on va s'en séparer alors que c'est tout ce qu'on a construit. C'est assez dur de donner comme ça son bébé à quelqu'un d'autre. Mais par contre, d'un point de vue, on va dire pragmatique et stratégique, c'est vraiment Patrick qui l'idée, et donc nous on l'a suivi là-dessus. Quand tu regardes dans le rétroviseur, c'était le bon moment? Oui, je pense que c'était le bon moment parce que c'est tout simple. Il suffit de regarder aujourd'hui les chatbots. Je pense qu'on entend beaucoup moins parler qu'il y a. Il y en a partout par contre. Ou je pense qu'il y en a beaucoup, il y en a partout. Mais par contre, il y a énormément de boîtes dessus. Le marché, il est beaucoup plus occupé qu'il n'a été. Et il y a moins de hype. La hype, on la ressent moins maintenant. Avant, quand on faisait Viva Technologie, quand on faisait tous les salons, tout ça, c'était les chatbots. Et là, la hype est un petit peu retombée. Donc très certainement que la technologie va continuer à maturer et va revenir dans les prochaines années avec quelque chose de vraiment bien, d'encore mieux plutôt. Mais pour l'instant, la hype est un peu retombée, et donc c'est vrai que si on avait continué, on serait toujours certainement en train de ramer pour améliorer notre techno, et je pense que j'ai été plus productif ces dernières années en ayant revendu Recast et en ayant fait mes projets suivants que en ayant continué à essayer de développer cette techno et améliorer cette techno. Ok. Et du coup, comment ça se passe le rachat? Le rachat, c'était intense, parce qu'il y a forcément l'annonce, il y a toute la partie où il y a un embargo énorme autour de ça, où au sein, quand on parlait avec SAP, on parlait même pas de Recast, ne s'appelait même pas Recast, c'est un nom de code en fait pour parler de la boîte. Et donc il y a une espèce de mystère, c'est un peu bizarre. Et puis il y a toute cette partie-là où on peut pas parler de notre boîte, c'est super sous embargo, on peut en parler à personne. Et donc en fait, il y a eu toute cette partie-là, il y a eu la partie des audits. Donc forcément après on passe des mois à faire des audits où on se dit
si en fait la vente ne se fait pas, on va avoir passé 2 mois, 3 mois à avoir fait des audits toute la journée et c'est vraiment pas des audits très agréables à faire pour rien en fait. Donc c'est compliqué parce qu'on se dit ok, mais si ça marche pas, il faut quand même que derrière on soit prêt à continuer à faire tourner la boîte parce qu'il y a des gens qui bossent, il y a de l'argent à faire rentrer, il faut que ça grossisse tout ça. Donc c'est vraiment un moment assez stressant. Et puis nous on a eu de la chance, ça s'est bien passé et puis on est arrivé. C'est des audits sur tout, hein, c'est le code, les finances, les clients. Ouais, c'est vraiment tout. Forcément moi j'étais sur la partie infra, sécurité et code. Mais du coup sur la partie tech, c'est vraiment ils regardent tout et ils vont jusqu'à regarder chaque dépendance open source qu'on utilise dans nos projets. Et on a dû se faire toutes les dépendances à la main pour vérifier que toutes les licences étaient bonnes et toutes les licences qui étaient pas bonnes aller acheter la licence. Et autant sur un projet en Python va y avoir assez peu de dépendances, autant sur un projet en JS avec des nodes modules à l'infini, c'est vite assez compliqué, quoi. C'était quoi la stack du projet? La stack, on avait le bac principal c'était du Ruby on Rails. Ouais. Toute la partie machine learning, c'était du Python avec des petites parties en C++, les parties qui étaient vraiment un peu critiques et on avait besoin que ça aille vite. C'était en C++. Le front, c'était on a commencé en Angular et on a migré en React ensuite. Et voilà, c'est à peu près tout. Après, on avait forcément AWS, on en a parlé tout à l'heure. Ouais, tous les systèmes de cloud, ouais. Tous les systèmes de cloud, voilà, tout évalué. Ok. Et du coup, la période de rachat, tu t'en sors lessivé, quoi. Ouais, j'en sors lessivé déjà parce que c'est un peu, déjà le faire 2 ans et demi pour monter une boîte, c'est déjà un sprint. Enfin, c'est un marathon, mais avec pas mal de sprints à l'intérieur. Donc assez prenant. En plus, nous on était très jeunes, donc forcément on avait plein de trucs à apprendre et on n'était pas dans un environnement confortable du tout pour nous parce qu'il a fallu qu'on grandisse très très vite. Donc c'était très fatigant. Et ensuite, avec tous ces apprentissages, on arrive au rachat. On doit faire toute la partie audit, tout ça dont je viens de parler, où c'est dur en fait. Enfin, c'est vraiment le sprint du sprint final, ouais. quoi. Parce qu'en plus, commence à y avoir de l'espoir, à se dire. Quand on se fait à l'idée, on se dit mais en fait là peut-être ça va être fini, je vais aller faire d'autres projets, qu'est-ce que je vais faire après? Donc on commence à avoir de l'adrénaline et tout et ça se met en place. Et puis après finalement une fois que c'est fait, que c'est signé et que on est chez nous et que c'est calme à nouveau, il y a un peu toute la pression des dernières années qui retombe d'un coup et ça fait un peu contre-coup quoi. Donc plein d'expériences et plein de trucs magnifiques qu'on a appris. Mais un bon contre-coup après, quoi. Un grand vide. Ouais, un grand vide, c'est ça. Ok. Qu'est-ce qui se passe du coup après cette aventure? Je suis resté quelques mois chez SAP pour faire un peu la période de transition. Ouais. Je suis pas resté. On avait des retention package forcément pour continuer à accompagner la boîte si on le souhaitait. En tout cas, forcément, ça les intéressait qu'on reste. Moi, j'ai pas choisi de continuer parce que j'avais envie d'aller faire d'autres aventures. Et donc, je suis parti. Donc, toi, tu volontairement, tu renonces au retention package. Ouais, oui, j'estimais que j'avais beaucoup appris mais j'étais vraiment fatigué. J'avais vraiment envie de passer à autre chose maintenant. Et donc du coup j'ai décidé d'arrêter pour pouvoir prendre du temps pour moi, me poser et puis repartir sur d'autres projets. J'avais aucune idée de quoi à ce moment-là, mais je me suis dit vraiment là faut que je me pose et que je réfléchisse un petit peu, quoi. Ok. Bon du coup on a bien digressé parce que j'ai demandé tiens est-ce que t'as 2-3 moments forts, tu me dis l'école 42, ouais. Mais bon au final on a déjà parlé de Recast. Est-ce qu'il y a un autre moment fort important qui te vient en tête? Ouais, c'est la suite assez logique. Enfin, c'est logique. C'est la suite de l'aventure Recast SAP. Après, j'ai pris quelques semaines, mois pour voyager, tout ça. Et en fait, le contre-coup a fait que je suis tombé assez malade. Et donc, je me suis fait opérer
dans les mois qui ont suivi le fait que je quitte SAP. Donc c'était à la fois bien aussi parce que du coup j'ai eu du temps pour me poser, j'étais vraiment au calme, mais ça a été quelque chose qui était assez difficile parce que c'était une grosse opération et ça m'a vraiment entamé quoi. Enfin je suis passé pas loin de pas faire d'autres projets après et donc du coup ça m'a vraiment entamé. Ça a été assez difficile parce que il y a eu toute l'euphorie, on va dire l'ascenseur émotionnel. Et du coup, tu l'associes vraiment au contre-coup ou ça se... Je peux pas dire. Enfin, je pense que personne peut dire avec certitude. Après, dans les faits et de ce que j'ai compris, parce que j'ai beaucoup lu pour apprendre et comprendre comment ça fonctionnait. Et je pense qu'en effet, oui, le corps est capable d'encaisser beaucoup. Et par contre, quand ça se pose un moment, le corps il décompresse d'un coup et c'est là où il peut y avoir des choses qui tiennent plus d'un coup et où ça craque quoi. Et je pense qu'aujourd'hui il y a énormément de gens qui ont des maladies, des choses comme ça parce qu'en fait ils travaillent trop et qu'il n'y a pas assez d'équilibre de vie et du coup à un moment ça claque. Enfin je l'ai vu dans ma famille aussi, il y a eu des choses similaires ou des maladies où en fait ça arrive à un moment où en fait quand on regarde on se dit ok en fait c'est logique là ça tire sur la corde, ça tire sur la corde, ça tire sur la corde, et à un moment, ça pète. L'élastique. Voilà. Et il se trouve que s'il y a un moment où en fait il y a une décompression d'un coup, et ben c'est souvent là que ça va péter. Et donc moi c'est comme ça que je le rejoue quoi, que je le vois. Pourquoi tu dis, enfin, c'est une période qui dure combien de temps en fait? Bah entre le moment où j'ai quitté SAP, je me suis fait opérer, il y a eu 4 mois. Donc ça a été 4 mois de voyage / maladie entre je m'avoue pas que je suis malade et j'ai plus le choix, faut que j'y aille. Et du coup après il y a eu l'opération et après il y a eu la remise de l'opération qui prend quelques mois aussi. Qui devait prendre quelques mois, sauf que j'avais décidé de pas prendre quelques mois et j'avais trop peur en fait de... C'est-à-dire, t'avais décidé de pas prendre quelques mois? Bah, les médecins m'avaient dit que, en gros, il me faudrait plusieurs mois pour refaire du sport, il me faudrait plusieurs mois. Ah, tu les as pas pris? T'as pas écouté? Disons que j'ai écouté, mais je me suis dit que j'allais faire, que je puisse le faire avant. Et donc, en fait, quand je me suis fait opérer, je me suis mis pour objectif donc je me suis fait opérer de l'intestin, donc je me suis fait enlever une partie de l'intestin. Et donc en fait, donc forcément, ils ouvrent le ventre. Donc maintenant ils ont plein de techniques, ils font des mini trous et tout. C'est super bien. Je pensais qu'ils allaient m'éventrer, mais en fait non. C'est super bien fait. J'étais content de voir que 2 petits trous à la fin. Ça. Quoi. Je sais vraiment pas comment ils font. C'est assez incroyable. Et du coup, en fait, normalement, c'est au moins 1 semaine, 2 semaines pour se remettre bien et pouvoir remanger, rentrer chez soi, tout ça. Et après, c'est plusieurs mois avant de pouvoir refaire du sport et tout, parce que forcément il y a les points de suture, tout ça. Et ben je m'étais fixé de passer mon permis moto 1 semaine après l'opération et de reprendre le sport rapidement et de réussir à remarcher, remanger bien. Et donc vraiment la semaine qui a été après, ça a été extrêmement difficile parce que je pense que même dans la tête, enfin c'est quelque chose qui, avec le recul, je suis content de l'avoir vécu, mais on apprend plein de choses. Mais c'est quelque chose qui est dur parce qu'en fait on se réveille d'une opération où on sait plus rien faire, on sait plus parler, on sait plus marcher, on sait plus manger, on sait plus rien faire. Ça revient vite, heureusement. Enfin, quand on est à la place de ceux qui ont de se réveiller, ça revient pas vite, mais ça revient en quelques jours pragmatiquement. Donc c'est assez rapide. Bon, mais... t'es pas remonté sur la moto ou t'es pas monté sur la moto au bout d'1 semaine? Si, je suis remonté et j'ai eu mon permis moto 1 semaine après. T'avais déjà fait des cours? J'avais déjà tous les cours en fait. C'était juste que j'avais les cours et ça s'est arrêté, genre faut se faire opérer en plein milieu quoi. Et j'avais ma date de permis et je me suis dit c'est une bonne motivation pour avoir une espèce de continuité, de pas se dire je me fais opérer, en fait ma vie elle s'arrête là et puis on verra bien après si je me réveille et que ça va bien. C'était vraiment, je m'étais dit je continue à prévoir des trucs après pour qu'en fait ça soit juste une étape et que dès que je me réveille j'ai des choses à préparer en fait. Et voilà, et du coup, je me suis motivé à apprendre à tous les jours marcher jusqu'à ce que j'arrive à faire le bout de couloir de l'hôpital, qui était un grand accomplissement pour moi. Et en fait, dès qu'on arrive à remarcher et que le transit est normal, relativement normal, on peut rentrer à la maison. Et donc après, quand on rentre à la maison, ça commence à aller mieux parce que l'hôpital, c'est quand même un peu déprimant.
Ah bah c'est clair. Et alors du coup tu me disais c'est un des tournants, ça te Bah ouais, là, ça te bon c'est une épreuve, mais du coup quand tu dis c'est un tournant, ça t'a transformé? Ouais, parce que en fait bah je me suis rendu compte de pas, je pense que ça marque déjà au-delà même de ce que je peux exprimer, ça marque dans la tête où je me suis vraiment rendu compte que bah ça pouvait enfin déjà oui, je me suis dit OK, ça peut à tout moment en fait ça peut s'arrêter, donc autant profiter de ce qu'on a. Donc je pense que déjà j'ai appris un peu plus profiter de ce que j'avais et à aimer là où j'en étais. Après il y avait oui la partie aussi projet, donc se dire OK qu'est-ce que je veux faire de ma vie en fait là est-ce que j'aurais été content si ça s'était arrêté maintenant de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Bon, il se trouve que oui, j'étais content de mes dernières années, mais ça c'était plutôt la bonne nouvelle. C'est chouette de se le dire. Ouais, c'est chouette, mais je me disais quand même, je pense que je pourrais faire mieux et qu'en tout cas, il faut que je prenne en main la suite. Et après, le dernier truc que j'ai appris, et ça, c'est des trucs sur lesquels je travaille toujours et sur lesquels j'ai travaillé beaucoup les mois qui ont suivi, mais c'est pourquoi c'est arrivé et comment est-ce que je peux faire pour maîtriser cette maladie, parce que c'est des maladies qui restent en fait, toutes les maladies inflammatoires de l'intestin. C'est des maladies qui restent et qui sont assez récentes et qui n'arrivent que dans les sociétés modernes. Donc ça donne déjà, et que depuis 20 ou 30 ans je crois. Donc ça donne déjà pas mal d'indices sur un peu d'où peut venir la maladie. Et donc en fait c'est d'où elle vient et comment je peux la gérer, sachant que les médecins ne savent pas d'où ça vient et ne savent pas comment la gérer. Enfin, on a des injections, mais en gros c'est comment dire, c'est pas lié à la maladie, c'est pas traité à la source. Et donc j'ai passé beaucoup de temps à traiter ça et à retravailler toute mon hygiène de vie pour essayer pour réussir même à stabiliser la maladie et à la maîtriser moi-même, quoi. Et c'est ce qui te lance sur des nouveaux projets, nouvelles équipes, nouveaux associés. Ouais, il y a eu pas mal de nouvelles choses qu'on suivi. Il y a eu le projet qui a suivi après c'était Eutelsat. Donc une boîte française qui conçoit et qui exploite des satellites, donc des satellites en orbite géostationnaire, donc à 36 000 km, donc c'est des satellites qui restent au-dessus du point sur lequel ils visent sur la Terre. Donc typiquement quand tu regardes CanalSat, c'est les satellites d'Eutelsat qui émettent CanalSat. Et donc en fait il y avait tout un projet autour de ça. C'est un ancien investisseur de Recast qui m'en a parlé. Et il y avait tout un projet de passer les satellites, je reformule, de passer le système actuel dans l'infrastructure des satellites actuels dans une infrastructure plus cloud, on va dire. C'est-à-dire que si on prend quelque chose qui s'est passé juste avant, si on prend les serveurs et le fait qu'il y ait des data centers avec des serveurs physiques et que chacun avait son data center, après on est passé sur un système plus cloud, le cloud tel qu'on le connaît aujourd'hui. On peut louer des serveurs en quelques clics. Et donc en fait l'idée c'était de faire la même chose pour les satellites. Parce qu'aujourd'hui provisionner une capacité satellite c'est énormément de travail et beaucoup de jours de travail. Et donc l'objectif c'était de faire ce projet, et c'est une industrie qui a très peu qui a une culture d'ingénierie qui est extrêmement riche et extrêmement bonne. C'est vraiment la pointe de l'ingénierie, tout ce qui est satellite, c'est parfait tout ce qu'ils font. J'ai reçu dans ce podcast la semaine dernière Philippe Bobo qui passera sans doute un épisode avant toi du coup ou deux, et qui a fait une carrière dans les satellites et du coup au niveau conception, qualité, ingénierie, il en parlait, c'est difficile d'aller au-delà, quoi. C'est ça. Je pense que ils peuvent pas faire, on peut pas déployer une mise à jour si jamais on s'est gouré et que le satellite est dans la fusée, quoi. Ouais. Une fois que tu l'envoies en l'air, tu le rattrapes pas, quoi. C'est ça, c'est fini, on peut pas aller le chercher. Donc non, vraiment très très belle. C'est très beau en termes d'ingénierie. Par contre, en termes de tech pure, plutôt sur la tech, on va dire la tech, comment on appellerait cette tech, la tech du logiciel, quoi. Sur tout ce qui est software, ils connaissent pas et ils sont pas bons là-dedans, et encore moins sur tout ce qui est système cloud et système, on va dire, comment on pourrait dire, des systèmes qui je sais même pas comment dire, mais des systèmes qui évoluent, qu'on peut mettre à jour, qui sont modulaires, tout ça. Et donc en fait l'idée c'était d'apporter cet état d'esprit.
et de les aider à développer ce système. Donc voilà. Et donc il y a deux personnes avec qui j'ai travaillé à Recast qui m'ont rejoint. On avait une petite équipe de 3. On travaillait vraiment à un bon niveau dans la boîte, donc on a pu vraiment avancer vite. Mais bon, pour moi, c'était pas suffisamment vite. Ça a duré 2 ans et c'était pas suffisamment vite, donc je suis pas allé au bout du projet. Mais par contre, c'était vraiment plein de belles expériences. La découverte de ce que c'était une grosse boîte par opposition à Recast, qui était vraiment une start-up. La découverte de ce que c'était aussi de gros systèmes de gestion, des infras pour le coup. Telsat, tous leurs data centers sont en France à Rambouillet. Il y a à Rambouillet, il y a un champ avec les antennes satellites de Telsat et tous les data centers avec les serveurs, etc. Donc vraiment un monde fascinant à découvrir et assez différent de ce dans quoi j'ai appris, parce que moi j'ai appris uniquement dans les systèmes cloud et décentralisés. Donc voilà, vraiment quelque chose de passionnant, après plein de trucs, et puis aussi faire du développement logiciel qui s'applique derrière à des satellites, à de l'industrie aérospatiale, c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant de se dire derrière, en fait ce que je fais, ça, il y a des satellites qui l'utilisent en ce moment même, quoi. donc ouais, on a fait des projets qui sont utilisés aujourd'hui, on a bien avancé, on n'est pas allé au bout de ce qu'on voulait faire, mais on a vraiment fait des belles choses et ça c'était vraiment une expérience super intéressante et avec un rythme pour le coup qui était beaucoup plus raisonnable, on va dire, pour l'esprit que Recast. Ouais. Pourquoi tu dis je suis pas allé au bout du coup? Parce que je me suis rendu compte et j'ai appris qu'il y a plein de complexité organisationnelle dans ces grandes entreprises et qu'il y a une partie qui est simplement de la culture. Il faut faire évoluer la culture de la boîte pour faire des nouveaux projets. Il y a toute la gestion de l'innovation, il y a la question des budgets, il y a la question d'accéder à des systèmes qui sont très sécurisés et très compliqués à changer. Et donc tout ça se faisait parce qu'il y avait une volonté dans la boîte d'évoluer, mais ça se faisait pas très vite parce que c'était pas non plus les priorités. Aujourd'hui, Telsat, bien sûr, c'est une boîte qui est cotée en bourse, donc il y a des priorités qui sont très pragmatiques par rapport au marché et qui sont pas forcément c'est pas un petit projet d'innovation qui peut venir et faire changer plein de choses prévues et plein d'organisations prévues. Et donc en fait, il y a plein de choses qu'on fait que ça n'allait pas suffisamment vite. Et je voyais la concurrence qui arrivait, je voyais les Amazon, les SpaceX, tout ça qui se mettent sur le secteur. Et je me suis dit, en fait, ça va prendre trop de temps et ça va être compliqué et je vais pas réussir à leur apporter ce que je leur avais dit que j'allais leur apporter parce que j'arrive pas à me mettre suffisamment dans le système et aller assez vite. Et donc, du coup, j'ai décidé d'arrêter et de passer à un autre projet. Ok, ça se passe comme ça. Ouais. Et du coup, le projet d'après? Alors, le projet d'après qui s'est fait pendant Eutelsat, même, qui a commencé à naître pendant Eutelsat, pendant les soirs et les week-ends. Avec Mounir, ça faisait un moment qu'on travaillait ensemble. On se connaissait du coup depuis Youpies, donc ça c'était le début de la conversation. C'était au moins c'était 5-6 ans avant. Et donc avec Mounir, on voulait monter un truc ensemble. On a repris contact après que j'ai fini Recast et lui après qu'il ait fini son aventure chez Trendline, Capitaine Train. Ah oui, Mounir c'est avant Recast quoi. Mounir, on s'est connus avant Recast, ouais, à mon premier stage du coup chez Youpies, donc pendant 42. Ok. Et donc on voulait monter un truc ensemble et on a adopté une approche assez pragmatique. On avait plein d'idées et on s'est dit ok, il faut qu'on trouve une idée et il faut qu'on trouve pas forcément une idée qui nous fait, enfin il faut que ça nous plaise, mais il faut aussi que ça plaise à d'autres gens pour qu'on puisse monter une boîte et vendre un produit. Et du coup ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris notre liste d'idées, on les a bien triées. Et puis on s'est dit qu'on allait lancer une idée par mois, chaque mois, jusqu'à trouver la bonne idée. Et donc concrètement, c'était 2 semaines en début de mois où on construisait un MVP, un mini produit, quoi. On le faisait ensemble avec Mounir. Et puis après, on faisait 2 semaines où on lançait. On prenait des feedbacks utilisateurs, on voyait si ça accrochait. Et puis on prenait une décision à la fin des 2 semaines. Et donc on en a planté. On n'a pas planté, mais on en a arrêté 5 ou 6. Peut-être 5 de suite
jusqu'à ce qu'à un moment on se pose et on se dise ok, qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce que c'est un produit qui nous touche vraiment dans notre vie de tous les jours. Et donc en fait en réfléchissant on s'est rendu compte que ce qui nous ennuyait le plus c'était de gérer notre argent sur notre feuille Excel et de mettre à jour cette feuille Excel tous les mois et de devoir réfléchir par nous-mêmes à nos investissements. On réfléchissait à comment mieux investir, comment mieux placer notre argent, comment faire grossir notre patrimoine, et on n'avait pas vraiment d'outils ou même de personnes qui avaient cette expérience autour de nous, et donc on a dû tout apprendre par nous-mêmes. Et donc en fait à un moment on s'est dit mais en fait c'est évident, on fait ça depuis 1 an comme ça, c'est un de nos sujets de conversation tout le temps. Et donc, autant monter quelque chose qui nous permettra de suivre notre patrimoine et de faire des actions dessus et de remplacer cette feuille Excel qui prend des heures à entretenir chaque mois et qui, en plus, n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on aimerait avoir comme fonctionnalité. Et donc, en fait, on s'est dit, ok, on va lancer cet outil de suivi de patrimoine. Et donc, c'est là que Finari est né. Là, du coup, je rebondis sur la méthode et sur l'approche. J'ai jamais entendu. Enfin, c'est assez inédit pour moi l'approche. On va se mettre 6 mois, puis on va lancer des idées jusqu'à ce qu'il y en ait une qui nous parle vraiment. Grosso modo, c'était votre business plan, c'était des MVP et vous crachiez des business plans jusqu'à ce qu'il y en ait un qui Enfin voilà, vous faisiez pas d'études de marché ou des business plans ou un truc. C'est ça. En fait, on voulait être très pragmatique et on voulait pas. Ce qu'on avait vraiment pas envie, c'était entre guillemets de perdre notre temps à monter une boîte et tout ce qui va avec pour en fait se rendre compte au bout de 6 mois, 1 an qu'il n'y a pas de marché derrière. Et on voulait surtout pas arriver à ça parce qu'on voulait. Comment tu les trouvais les utilisateurs parce que c'était nos amis, notre famille et puis un peu de pub, un peu de communication, des choses comme ça. Mais t'arrivais à tester l'idée de manière assez large pour que ça soit quelque chose de une bonne évaluation en fait. Ouais, en fait on se disait que l'idée il fallait qu'elle puisse être présentée à notre réseau parce que si on monte une boîte qui n'est pas où on touche pas notre réseau, ça veut dire qu'en fait ça nous touche pas directement nous. Donc ça veut dire on essaye de résoudre le problème de quelqu'un d'autre en fait. Sauf que résoudre le problème de quelqu'un d'autre, on n'est pas les mieux placés pour le faire. Et du coup on voulait vraiment que ça nous touche nous. Donc déjà c'était presque une première étape. C'était est-ce qu'on peut le vendre à quelqu'un. Et typiquement le tout premier projet qu'on a fait qui s'appelait Cloud Rider, qui permettait de faire un audit automatisé de l'infra. Parce que du coup j'ai appris plein de trucs sur les infras et la partie audit ou résilience, sécurité, coût, un peu les 5 piliers que Amazon présente bien. C'est assez dur de les suivre. Et donc c'était le premier projet, sauf qu'en fait, typiquement en faisant ça, sur le papier c'est un très bon projet. Ouais, là ton réseau il est pas trop touché quoi, je pense. C'est ça. Forcément j'avais des copains et des gens que je connaissais qui faisaient de l'infra et tout. Mais déjà c'est assez tes parents ou les cousins. Ça touchait pas trop. Et donc du coup sur le papier le projet est bon. D'ailleurs il y a une boîte qui s'est lancée et qui fait ça et qui le fait bien. Mais par contre déjà on s'est rendu compte que ça nous passionnait pas de travailler là-dessus. Et en plus de ça qu'on avait assez peu même des gens qui sont la cible, donc des gens qui gèrent des infras, pour eux on leur parle d'audit et d'outils pour faire des audits, ils ont juste pas envie en fait, c'est leur cauchemar. Ça fait peur hein. C'est ça. et donc du coup typiquement on s'est rendu compte de ça alors que je pense que si on n'avait pas fait ça on aurait fait une étude de marché. Oui, on aurait vu qu'il y a bien sûr de l'argent à se faire parce que tout le monde en a besoin. Mais est-ce que tout le monde est prêt aujourd'hui à payer pour ça? On s'est rendu compte en moins d'1 mois que non. Et donc du coup on est passé au truc suivant. Il y a d'autres idées que vous avez crachées que tu partagerais? L'autre, j'essaie de partager celles qui sont assez notables dans l'apprentissage. Il y en avait une autre qui s'appelait Shelva, je sais plus comment on avait dit, qui était le concept, c'était un peu ce que fait, je sais pas si c'est Utopia qui fait ça maintenant, où c'était en fait faire du glamping, donc du camping glamour. Et donc en gros c'est mettre des tentes, acheter des tentes haut de gamme en fait, donc vraiment des belles tentes, c'est presque des beaux tipis, des belles tentes, vraiment des belles choses qu'en fait on va venir mettre dans les jardins des gens, donc plutôt le jardin de la personne qui habite à la campagne et qui a 5 hectares de jardin avec une vue sur la montagne, des choses comme ça. Et donc on va mettre ces belles tentes chez eux. Et eux, ils ont en gros quasiment rien à faire à part prêter leur toilette et peut-être une douche.
et nettoyer la tente, changer les draps, et en fait faire après Airbnb de ça. Et donc c'est vraiment du glamping, c'est du camping tout confort et en autonomie, en solitaire, quoi, pas avec plein d'autres gens. Et du coup, on a vraiment étudié ça. Là, typiquement, on avait de l'attraction. Il y avait vraiment des gens qui adoraient. On avait lancé une petite landing page. On avait plein d'emails qui arrivaient où les gens voulaient savoir quand est-ce qu'ils pouvaient réserver. Sauf que par contre, là, la problématique, c'était plus sur la partie hardware où il fallait qu'on achète des tentes, il fallait qu'on gère les tentes, il fallait qu'on gère... en creusant, on s'est rendu compte qu'en fait, si on allait mettre une tente chez quelqu'un, il allait falloir gérer l'humidité dans les matelas, il allait falloir gérer la pluie, il allait falloir gérer la dégradation du matériel, il allait falloir gérer des tonnes de trucs. Au début, on pense pas à ça. Et du coup, avec Mounir, on s'est dit, mais en fait, nous, faire de la logistique, c'est pas là qu'on est bon. Nous, on est plutôt dans la tech. Et du coup, on y croit à fond à ce projet, mais c'est pas là qu'on est bon et c'est pas là qu'on apportera le plus de valeur. Et on n'a pas envie de faire de la logistique et d'aller livrer des tentes en camion aux quatre coins de la France. Et donc, en fait, ça, typiquement, c'était une autre raison où là, on avait un marché, mais on s'est rendu compte que l'idée ne nous correspondait pas à nous. Et donc, du coup, on a décidé aussi de passer sur cette idée-là. Donc là, vous crachez une idée que vous considérez être une bonne idée, mais où vous prenez le recul pour vous dire, dans l'exécution, ça va pas être nous, quoi. C'est ça, on sera pas très bon à faire ça. Ok. Et bon, donc du coup, Finari est né. Voilà. Et donc là, dans l'organisation, c'est là que tu prends la casquette CTO. Oui, ouais, Finari, en fait, j'ai codé toute la première version. Mounir faisait tous les designs, il réfléchissait à quoi allaient ressembler les pages, tout ça. Et moi, je codais. On a fait une première version très rapidement. On a fait un peu plus, vu qu'on y croyait vraiment. On a fait 1 mois pour coder la première version. Et en fait, en la sortant, on a eu tellement de bons retours autour de nous, des utilisateurs, et tellement de gens même qu'on connaissait pas qui commençaient à se mettre dedans et à aimer le produit et à nous faire plein de retours. On s'est dit, en fait, les utilisateurs qui d'eux-mêmes font plein de feedback et donnent plein d'idées, c'est vraiment qu'il y a quelque chose. Et en plus, nous, ce produit nous passionnait et on l'utilisait pour nous, et donc on avait envie de l'améliorer tout le temps, et on a toujours envie de l'améliorer tout le temps. Et du coup, on s'est dit, ok, c'est ça, là, ça prend, il faut y aller. Et donc, c'est là que c'était lancé. Et puis, c'était parti. On a mis, encore, dans cet esprit pragmatique, on a mis 6 mois avant de créer la boîte, effectivement. Donc, avant de créer vous avez préparé le truc. C'est vraiment pendant 6 mois, on faisait grossir le projet, mais sans aucune structure, en se disant, on veut vraiment être sûr que le projet, il est viable et qu'on y croit et qu'on a étudié, ou en tout cas, on a enlevé un maximum d'hypothèses d'échec. Et donc, on a vraiment fait ça pendant 6 mois. Et au bout de 6 mois, quand on a été accepté à YC, au Y Combinator, et là, on s'est dit, ok, on crée la structure, on fait les trucs bien, on pose, et cette fois-ci, c'est parti, quoi. Et du coup, tu prends la casquette CTO, mais au départ, t'es développeur. Oui. Aujourd'hui, vous en êtes où, là? L'équipe, la structure, et comment tu vois la boîte dans, allez, au hasard, 10 ans? Aujourd'hui, ça fait 1 an et 4 mois qu'on a commencé. On est 9, dont 6 développeurs. Donc, on est très tech-oriented. Et donc, on a une équipe vraiment de gens brillants, très très bons, qui nous aident depuis longtemps. Et là, on commence à recruter de plus en plus parce que maintenant, on sait ce qu'on veut faire et on a levé des fonds et on sait où on va. Donc on lance la machine. Et dans 10 ans, la vision, c'est de devenir c'est de devenir la nouvelle banque privée, une banque privée, mais une banque privée qui est accessible à une plus large partie de la population que les banques privées ne le sont aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est aussi notre observation de base en termes de marché, c'est qu'aujourd'hui, les banques, il y a les banques retail et les banques privées. Les banques retail, c'est les banques traditionnelles, la BNP, SOG, tout ça, chez laquelle la majorité des gens sont, dont Mounir et moi. Et donc, on a une expérience qui est assez mauvaise. Je pense que il n'y a pas grand monde qui puisse dire qu'il est entièrement satisfait de sa banque et que tout va parfaitement bien. Et donc, il y a ces banques-là. Et après, il y a les banques privées où là, il faut à partir de 3 millions de patrimoine à investir, mais c'est à partir de 20 millions que l'individu est vraiment rentable pour la banque. Donc, on va dire
20 millions? Ouais, 20 millions pour être tu rentable sors pour le l'argent. chiffre comme ça, ou Non, vous êtes allé voir des banques privées? On a parlé avec des banques privées pour étudier aussi notre une proposition de valeur. Et vraiment, pour une banque privée, pour une vraie banque privée, un client est rentable à partir de 20 millions. Donc, tout ça, ouais. Mais parce c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Et parce qu'en fait, ils ont des gens qui travaillent sur les patrimoines tout le temps. Donc, forcément, il faut les payer, ces gens. Donc c'est un peu notre observation. Et on s'est dit, en fait, du coup, les gens qui, en gros, commencent à investir, au début, on se disait, c'est en gros 100 000 euros. À 100 000 euros de patrimoine, on commence à vraiment vouloir investir. En fait, on se rend compte maintenant que même des gens qui ont beaucoup moins veulent investir parce qu'il y a cette mentalité qui se développe beaucoup. Et en fait, nous, notre cible, du coup, c'est de dire à partir de 100 000 euros de patrimoine investissable jusqu'à 3 à 5 millions, c'est des gens en fait qui sont pas servis aujourd'hui, qui sont pas bien servis, mais qui veulent faire fructifier leur patrimoine parce qu'ils ont des projets de vie, parce qu'ils ont des choses qu'ils ont envie de faire, et ils sont pas accompagnés là-dessus. Et même il y a beaucoup de gens qui en fait juste ne voient pas, n'arrivent pas à voir tout leur patrimoine en un seul endroit, et en plus ne sont pas satisfaits ou ont une mauvaise image de la finance en général. Et donc en fait c'est toutes ces choses où on s'est dit en fait faut qu'on donne une meilleure image de la finance, faut qu'on aide les gens à faire des choses saines, à investir sur des investissements qui sont sains, et à aider les gens à reprendre leur patrimoine en main. Et donc c'est pour ça qu'on a lancé Finari, et c'est pour ça que Finari ça va devenir une banque privée mais accessible à un beaucoup plus large panel de personnes, et qui sera propulsée par de la tech. Et donc du coup forcément avec des belles interfaces, des outils puissants, des choses où chacun peut gérer son interface par lui-même, gérer son patrimoine par lui-même, prendre ses décisions, des choses où on va pouvoir pousser des recommandations patrimoniales, enfin plein de choses que si on n'a pas de la tech en fait on peut pas, ou c'est très difficile de le faire quoi. Bon, c'est une sacrée ambition. C'est une sacrée ambition, mais je pense qu'on a besoin d'avoir cette vision pour derrière pouvoir dérouler une roadmap et faire des grandes choses. Et du coup, sacrée ambition. Enfin voilà, de devenir une banque privée. Enfin le verbaliser comme ça. Ouais. Enfin derrière, il y a beaucoup d'étapes et pas mal de boulot. Pourquoi cet objectif? Pourquoi tu fais les choses du coup dans cette optique-là? Alors il y a plusieurs raisons. Il y a la raison d'abord pour nos utilisateurs et pour les gens qu'on cible, sachant que forcément nous on fait partie aussi de la cible, qui est tout simplement de leur permettre à chacun de prendre son patrimoine en main, et parce qu'on est convaincu qu'aujourd'hui, ça après c'est des discours peut-être politiques ou peut-être des marchés, donc on va pas s'étaler, mais en gros qu'aujourd'hui la retraite ça commence à être compliqué de prévoir pour ma génération, notre génération, de compter sur une retraite. Et puis même au-delà de ça, chacun a envie d'investir, de faire fructifier son patrimoine et de faire autre chose que juste mettre son patrimoine sur des livrets A ou livrets en fonds euros rémunérés à 0, je sais pas combien de pourcents, sachant que l'inflation officielle c'est 2% et l'inflation non officielle c'est entre 5 et 8% par an. Donc du coup il y a cette partie-là qui vraiment, et on le voit, on a une communauté et il y a une énorme envie de la part d'énormément de personnes de travailler là-dessus et d'enlever le tabou qui est autour de l'argent. Vous en êtes à combien de clients Là on a dépassé on est à plus de 10 000 utilisateurs sur la plateforme, et sur la communauté je serais... En 1 an et demi? En 1 an et demi, ouais. Et uniquement organique, donc on n'a pas dépensé un seul euro en marketing ni en pub, donc c'est vraiment du bouche à oreille et la communauté, les posts qu'on fait sur les blogs, tout ça, le référencement. Et donc on a vraiment une communauté solide de gens passionnés, et ouais, il y a toute cette mentalité qui vient des États-Unis et de l'Angleterre aussi sur l'investissement qui arrive en France vraiment. Il y a plein de gens qui sont très intéressés par ça, et donc on essaye de donner accès. Voilà, donc ça c'est la partie motivation pour les utilisateurs de Finari. Et puis après, moi, à titre plus personnel, ça se lie avec la suite de ma maladie, où j'avais pour objectif déjà après ma maladie de la reprendre en main et de comprendre
quels étaient les facteurs et d'arrêter la maladie et de la maîtriser. Donc ça, maintenant, c'est bon. Et après, les objectifs suivants, c'était de se dire, ok, ben maintenant, j'ai envie de faire des objectifs plus long terme. Et donc, il y a 3 objectifs. Tu t'es fait une vraie wishlist. Ouais, enfin, c'est même plus, c'est une roadmap. C'est-à-dire qu'il y a la roadmap de Finari, il y a la roadmap de ma vie, et je gère les deux en même temps. Et en fait, ouais, sur les objectifs, il y a un objectif du plus court terme au plus long terme. Le plus court terme, c'est déjà d'aller vivre dans la nature. Parce que on revient au camping glamour, là. Voilà, c'est ça. Et j'ai fait beaucoup de camping derrière ces derniers mois. Et en fait, ouais, c'est vraiment aller vivre dans la nature. Ça fait très très longtemps que j'ai envie, bien avant Covid, bien avant tout ça. Ça fait vraiment longtemps que, avec ma copine, on a envie d'aller vivre dans la nature. Donc là, il y a un objectif de déménagement qui est en cours. Donc on va dire que il y a une partie cette motivation transpire dans l'organisation de Finari et comment est-ce que l'équipe est organisée, parce qu'en fait je spoil un peu, mais on est une boîte remote, hybride remote et en physique, et chacun s'organise vraiment comme il veut et en autonomie. Donc ce qui permet en fait à chacun de pouvoir vivre là où il le souhaite. Donc il y a cette première motivation. Hybride, si chacun vit là où il le souhaite, vous avez quand même un lieu de rencontre. Ouais, carrément. Qui est fixe ou qui est mobile? Non, on a des lieux mobiles. On essaye 4 fois par an de se retrouver pour passer du temps ensemble à différents endroits. On essaie de faire des choses un peu thématiques. Donc pour l'instant, ça fait que 6 mois qu'on a vraiment une équipe, donc on l'a fait qu'une fois. Mais voilà. Et donc après, on a les bureaux à Paris où là, chacun vient quand il le souhaite. Il y en a qui viennent souvent. Moi, je viens quelques fois par semaine. Il y en a qui viennent tout le temps. Il y en a qui viennent une fois tous les quelques mois. Enfin, c'est chacun comme il l'entend. Donc voilà pour un peu l'organisation. Et puis après, sur les autres projets un peu plus long terme, il y a 2 autres choses qui m'attirent beaucoup, toujours sur le sujet de la nature. Ça va être tout ce qui est faire des expéditions, commencer à aller se mesurer, on va dire, à la nature et à toutes les grandes choses qu'il y a à voir et à faire. Donc aller dans des endroits très reculés et très compliqués d'accès. Donc ça, c'est des choses qui sont très difficiles, où il faut beaucoup de compétences, il faut apprendre beaucoup de choses, il faut avoir un état physique qui est très bon si on le fait en autonomie. Donc ça, le déménagement va me permettre de travailler ça. Et donc voilà, pour faire un peu des grandes expéditions. Et puis le dernier truc qui est pour l'instant vraiment le grand objectif. C'est quoi les objectifs de te mesurer? Enfin, t'as des exemples en tête du coup? Tu veux gravir quelque chose en particulier? Il y a, ça j'ai déjà fait 2-3 ascensions, plutôt 1 ou 2. J'ai déjà fait le mont Fuji, qui est l'ascension niveau facile, on va dire, mais c'est quand même une sacrée aventure. Typiquement, c'est un très bon exemple. Et après, donc il y en a d'autres que j'aimerais beaucoup faire, mais au-delà des ascensions, c'est aussi traverser le Svalbard, par exemple. C'est où? Le Svalbard, c'est à l'est du Groenland, un peu plus bas, et au nord-ouest de la Suède, si je dis pas de bêtises. De tête, j'ai à peu près la carte dans la tête, mais c'est une île par là-haut où il fait froid, et voilà. Et en fait, tout au nord du Svalbard, il y a la station Sol satellite la plus au nord du monde. On rejoint les satellites. Ouais, maintenant. c'est ça. Okay. Et en fait, l'idée, c'est d'arriver, une traversée qui se fait beaucoup, c'est d'arriver au sud du Svalbard et faire toute la traversée jusqu'à cette fameuse station satellite. Bon, ça c'est un exemple concret. Et puis après, il y a pas mal d'exemples de. Bon, j'imagine qu'il faut en voiture. Il faut des bons gants là-bas. Ouais, il faut des bons gants, des bons chiens de traîneau, plein de choses. Mais non, c'est des trucs intéressants. Il y a tout ce qui est un peu plus proche de nous, tout ce qui est Ultra Trail du Mont Blanc, la petite trotte à Léon qui est encore le niveau au-dessus de l'Ultra Trail du Mont Blanc, de l'alpinisme. Enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a les sports extrêmes aussi, où je fais pas mal de parachutes, de choses comme ça. Et donc ça, c'est des sports que je partage aussi avec d'autres personnes qui sont à Finari. Donc c'est des choses sur lesquelles j'aime progresser et j'aime m'améliorer. Donc c'est un peu toutes ces choses qui permettent d'arriver à une espèce de se mesurer un peu. La progression, le développement personnel, c'est une thématique qui te touche, quoi. Ouais, carrément. Là, je parle beaucoup un peu physiquement et en termes de planifier et de progresser avec un
un peu une vision claire de ce qu'on a envie de faire. Et parce que je n'ai même pas parlé du plus meilleur objectif encore. Mais oui, c'est quelque chose qui est super important pour moi et sur lequel je travaille tous les jours. Et je pense que... Tous les jours, tu travailles ton développement personnel? Ah oui, je pense au moins 1 heure, 2 heures par jour. 2 heures, 1 heure et demie par jour, ça se concrétise, ça se matérialise par quoi et comment? Lire, beaucoup. Ouais. Principalement, c'est lire. Après, j'ai plein de routines de mise à jour des objectifs régulièrement, redéfinition des objectifs, travail après, plein d'exercices, travail pour atteindre les objectifs. Ça, c'est assez pragmatique. Et puis ensuite... se faire coacher aussi. Se faire coacher, ouais. Du coup, la personne qui nous a mis en relation, c'est Olivier Bonnet que j'ai reçu sur le podcast et qui nous a mis en relation par la suite. Ouais, c'est ça, exactement. Avoir des personnes qui ont fait des choses que j'aspire à faire aussi et du coup qui peuvent m'aider là-dessus. Donc ça, j'essaie vraiment de m'entourer de personnes comme ça qui peuvent m'accompagner. Et sur les lectures, du coup, il y a des... Bon, tu lis beaucoup. Est-ce qu'il y a des bouquins qui t'ont plus marqué que d'autres? Alors, il y en a plein. Vas-y, fais-toi plaisir. Il y en a peu que j'ai regretté de lire, mais je pense que j'ai commencé... Au tout début, j'étais toujours à lire de la fiction et j'étais assez très peu non-fiction, biographie, tout ça. Et je m'y suis mis par les biographies. Et j'ai fait un peu toutes les biographies de grands entrepreneurs. Je pense que celle qui m'a le plus marqué et inspiré, c'est les deux de Richard Branson. Qui sont, il y a Losing My Virginity et Finding My Virginity, qui sont vraiment incroyables. Il y a Shoe Dog du Phil Knight, le fondateur de Nike, toute l'histoire en fait derrière, qui est super bien liée au sport forcément. Il y a la biographie de Steve Jobs, celle d'Elon Musk, c'est classique ces deux-là. Je crois que c'est, en tout cas voilà, sans trop réfléchir, c'est celles vraiment qui me viennent à l'esprit. Il y a celle de Winston Churchill aussi, mais c'est un peu différent. Et puis après, du coup, à partir de là, je suis passé sur des lectures beaucoup plus, beaucoup plus développement personnel et où là, c'était vraiment étudier des sujets spécifiques. Et donc, il y en a plein. Ça a commencé sur l'investissement avec tous les livres de comment il s'appelle? Père riche, Père pauvre, bon, avec le nom on peut retrouver le livre, mais Père riche, Père pauvre, The Millionaire Quadrant, je crois, ou le quadrante de l'argent. Le quadrant du cash flow, voilà. Donc tous ces livres-là, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a vraiment des tonnes. Si, il y a le The Psychology of Money qui est sorti il y a pas longtemps. Il y a Make qui est un digital nomade qui a fait ça, un indie maker, pour un peu la partie comment créer une entreprise par soi-même en fait et en autonomie, en digital nomade, terme très en vogue. Donc par opposition en fait à une start-up qui lève des capitaux, c'est vraiment l'opposition. Donc Make, ça c'est comment il s'appelle celui qui l'a fait? J'ai oublié, c'est celui qui a fait Nomad List. Pieter Levels. Voilà. Bon, après, je pourrais te partager une liste et tu pourras la mettre en description. Mais je pense que je pourrais continuer à en citer comme ça pendant un bon moment. Ouais, et t'arrives c'est lire tous les jours, quoi. Ouais, en fait, je trouve ça assez passionnant et c'est inspirant, en fait. Ça donne plein d'idées, plein de choses à faire. Oui, c'est vraiment inspirant, c'est le meilleur mot. Et donc ça, je le fais tous les jours, j'essaie de le faire tous les soirs. Vraiment, parce que ça aussi, ça fait partie. J'essaie vraiment d'avoir une routine et des choses très découpées et très propres pour enlever tout le gras qu'il y a dans la vie, me concentrer sur les choses importantes, tout ça. Donc j'ai fait un gros travail aussi là-dessus. Premier livre, voilà, très, très important ce livre, La semaine de 4 heures, qui au-delà de l'aspect très, il y a un aspect très rentier dedans qui conviendra pas forcément à tout le monde et d'ailleurs moi je vis pas par ces principes-là, mais par contre sur le fond, les réflexions, ça c'était vraiment, je crois que c'est le premier livre que j'ai lu comme c'était un audiobook en plus, premier audiobook,
qui est vraiment ultra inspirant et motivant en fait, et c'est ça qui fait, en fait c'est en lisant des livres comme ça qu'après on a envie de changer et de faire évoluer des choses dans la vie. Et il y a des choses par exemple qui ont vraiment changé ma productivité et la manière dont j'étais concentré, que j'ai appris dans les livres. Et par exemple tout simplement arrêter de regarder l'actualité ou de lire l'actualité totalement. C'est là, je ne suis absolument pas au courant de ce qui se passe, parce qu'en fait s'il se passe un truc important, de toute façon quelqu'un autour de moi va me le dire. Mais c'est des choses en fait qui changent totalement l'état d'esprit et la manière dont on est. Et ouais, enfin j'ai appris vraiment des trucs qui sont passionnants. D'autres choses dans ta routine ou dans les trucs qui t'ont changé, parce que là du coup effectivement plus du tout s'exposer à l'actualité, c'est étonnant. Ouais, d'autres trucs? Ouais, plus du tout s'exposer à l'actualité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a plein. Après, il y a des trucs, ça rentre en fait dans la routine et du coup, faut se forcer à retrouver comme on était avant. Il y a il y a la discipline et le sport. Enfin, la discipline, le sport, ça va dedans, on va dire. Mais ça, c'est des choses que je travaille encore. J'estime pas que je suis encore très très bon là-dessus. Mais c'est quelque chose d'important. Il y a toute la partie écrire beaucoup, je pense que c'est quelque chose que je fais beaucoup, écrire pour voir clair en fait. Ça c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Tout ce qui est communication, étudier la communication, les relations humaines, vraiment j'ai beaucoup travaillé sur l'aspect positif, voir les choses positivement, essayer de comprendre les autres, de comprendre l'autre, de travailler avec l'autre, d'avoir des relations humaines et des relations plutôt de confiance et de responsabiliser les gens et voilà, toutes ces choses-là. Il y a eu ça, il y a eu tout ce qui est le sommeil. Ça, je pense que c'est évident, mais en fait, avant, je faisais pas du tout attention, mais bien dormir, quoi, avoir un rythme sain de sommeil. Moi, je suis jamais fatigué parce que je me force à bien dormir, et en fait, ça m'a changé la vie par rapport à avant où je me levais tôt, j'allais au boulot, le soir, j'étais saoulé, du coup, j'étais sur Netflix jusqu'à pas d'heure, et puis après je me dois coucher trop tard, et le lendemain matin j'étais fatigué et rebelote. Ah, du coup tu fais quoi? Tu te couches tous les soirs à la même heure? J'essaye, alors je dirais pas que je suis le meilleur là-dessus, mais j'essaie de me coucher tous les soirs à 23h, 23h30 quoi, vraiment d'avoir un bon rythme, d'arrêter tous les écrans longtemps avant, de lire du coup forcément avant, ça aide aussi. Et puis de limiter, pareil, tout ce qui est distraction, réseaux sociaux. Bon, j'ai fermé quasiment tous mes comptes réseaux sociaux. Enlever toutes les distractions et un peu tous les chips endorphines de notre époque. Tout ce qui est Instagram, Facebook, toutes ces choses-là, hop, supprimer. Tout ce qui est l'actualité, c'est pareil. Pire encore que l'actualité, lire les commentaires en bas d'un article d'actualité. Qui est extrêmement plaisant, mais extrêmement énervant aussi parfois. Il y a ça, il y a le sucre, forcément. Pour l'alimentation, c'est aussi la rigueur sur l'alimentation. Tout ce qui est le sucre, le gras, enfin tout ce qui est pas de l'alimentation normale, on va dire. Ça, c'est une transfo qui est l'électrochoc, c'est ta maladie, quoi. Ah oui, alors ça, oui. Avant, j'étais vraiment, enfin, tout, quoi. Le développement personnel, l'hygiène, l'organisation. Ça vient de la maladie. Et non, voilà, tout ce qui est chip endorphine, enlever tout ça, en fait, c'est incroyable. Ce qu'on peut faire une fois qu'on a enlevé tout ça dans les journées. Après, il y a vachement plus de temps dans la journée et vachement plus d'énergie aussi. Parce qu'en fait, on a tout envie de faire des choses. Donc, non, là, j'essaie vraiment d'avoir des journées qui sont très, très productives. Ok. Je reviens un petit peu sur Finari. Mm-hmm. Sur l'organisation, ça a l'air d'être quelque chose qui est importante, que tu réfléchis, que tu mets à jour, est-ce qu'il y a des au-delà du fonctionnement hybride, remote, dont tu as déjà parlé, est-ce qu'il y a des choses dans l'organisation, dans la croissance, dans le recrutement de la société qui sont peut-être un peu originales et que tu peux partager? Ouais, je pense que un peu les deux piliers organisationnels de Finari, c'est sur la partie recrutement, ça va être toute la partie recruter des gens qui sont responsables et autonomes, ou en tout cas qui aspirent à l'être.
donc qui acceptent d'être accompagnés là-dessus et qui veulent fonctionner comme ça. Donc typiquement, on a déployé un système d'owner dans toute la partie équipe tech, où en fait chaque développeur, on n'a pas beaucoup de développeurs, donc aujourd'hui c'est chaque développeur est responsable d'un projet, d'un service, et en fait il est entièrement owner de service. Donc owner, ça veut dire que en gros je mets des objectifs de disponibilité, donc de résilience, de sécurité, de development factory, donc comment on développe, c'est quoi le process de dev jusqu'à la prod. Et donc en fait, eux, ils sont honneurs de leur projet et leur rôle, c'est d'être compliant avec toutes les guidelines de la boîte sur ces 3 sujets-là, et d'être responsable des KPI qui sont derrière. Et donc en fait, c'est à eux de s'assurer que leur projet, il est sécurisé, il est disponible tout le temps, et on peut développer correctement sur le projet, quoi. Donc il y a des environnements de développement, il y a tout ce qui est la CI, l'intégration continue, les tests unitaires, enfin voilà, tout ce qui fait que le code qui part en prod, il est propre. Donc ça, c'est vraiment l'organisation sur la partie humaine. Donc du coup, derrière, en effet, c'est faire confiance aux gens, laisser les gens en autonomie. Donc du coup, l'autonomie, ça nous amène à toute la partie remote aussi, où chacun travaille comme il veut, chacun travaille quand il veut. On a une communication qui est asynchrone. Donc en fait, on part du principe que quand on veut s'adresser à quelqu'un, si c'est pas urgent, on n'attend pas de réponse instantanée. Et donc il faut toujours pouvoir travailler en asynchrone. Il faut jamais qu'on soit dépendant de quelqu'un d'autre, ce qui fait que chacun peut faire sa vie en fait comme il veut, sans se dire ok, faut que je sois derrière Slack parce que peut-être qu'on va m'envoyer un message et que si je réponds pas, quelqu'un va être bloqué. Et donc on a ça. Bon, bien sûr pour les trucs critiques, on a des systèmes qui nous permettent quand même de réveiller quelqu'un qui est en train de marcher dans la montagne. Ça brûle. C'est ça. Ça, on a quand même des systèmes. Donc mais en fait, l'organisation permet aux gens vraiment d'organiser leur vie comme ils le veulent et sans être dépendant des autres ou de dépendre d'autres personnes dans la boîte. Voilà. Et après sur du coup, tu t'appuies sur, responsabilisation des individus plus que d'une équipe, quoi. Oui, c'est ça, des individus, ouais. Et je pense que l'équipe, du coup, après, elle se construit naturellement autour de ça. Tu penses que ça peut il y a des grosses ambitions, banque privée, tout ça, c'est une organisation qui peut se scaler? Je pense que tu vois des problématiques au scale-up d'un tel fonctionnement ou pas? Moi, je suis convaincu que ça fonctionne. Je suis convaincu aussi que c'est un modèle qui est assez peu répandu et donc que forcément il y a des choses à inventer, des choses à expérimenter là-dessus, que ça sera pas aussi simple que d'avoir tout le monde dans les mêmes bureaux forcément parce que ça, il y a d'autres challenges qui n'ont pas forcément été largement expérimentés encore. Mais il y a des exemples comme par exemple les plus grands exemples, ça va être Stripe. Enfin d'abord ça va être Basecamp avant tout. Qui utilise le modèle de Product Factory qu'on utilise d'ailleurs, ShapeUp. Il y a Basecamp, il y a Stripe, il y a qu'est-ce qu'on a d'autre, il y a Shopify aussi. Enfin voilà, pas mal il y a une boîte de jeux vidéo aussi dont j'ai oublié le nom, Valve, voilà, c'est bon. Donc voilà, il y a plein de boîtes qui font déjà ça, qui sont relativement grosses, pas forcément la grosseur d'une banque, mais quand même relativement grosses. Et ouais, je suis convaincu que ça peut fonctionner, et même que ça va fonctionner, que ça doit fonctionner, parce que que j'ai une roadmap, moi. C'est ça, parce que déjà voilà, il y a une vision à accomplir quand même. Et puis ensuite, c'est aussi un argument de recrutement énorme. Et c'est, je pense, vers ça que va se tourner le marché du travail. Donc il faut qu'on arrive à être un peu précurseur là-dessus, et enfin faut qu'on y arrive parce que sinon on sera pas attractif en fait. D'autres points dans l'orga qui pourraient être un peu originaux. Ouais, il y a la partie justement, j'en parlais, le ShapeUp, donc le modèle de Basecamp c'est un modèle au même titre que le Scrum est un modèle d'organisation du delivery. Donc nous on utilise ShapeUp et en fait le
le principe, c'est de responsabiliser les gens. On y revient toujours. Et donc le principe de ShapeUp, c'est de se dire en fait, on fait X semaines de framing. Donc le framing, si on vulgarise, c'est conception. Pas forcément conception tech, mais c'est des semaines de réflexion sur un sujet, mais qui doivent à la fin mener à une conception tech finie. Mais ça peut être quelque chose de très high level et on va aller chercher les outils, réfléchir, poser les choses, faire des maquettes, des mock-ups, des machins, des trucs, et jusqu'à arriver à une conception bien définie et à se dire ok, il faut tant de temps pour le faire. On a étudié toutes les possibilités, on a fait des petits POC s'il y a besoin, mais maintenant on y voit clair. Donc autant du côté des devs que du produit, que du marketing, tout ça. Vraiment cerner une feature. Donc nous on fait une semaine. Il y a des boîtes qui font 2 semaines, il y a des boîtes qui font plus. Enfin, c'est selon la taille de la boîte et la taille des projets. Et ensuite, 7 ou 16 semaines de framing sont suivies par des semaines de build. Donc nous, c'est une semaine de framing, 2 semaines de build et on répète. Donc les semaines de build, concrètement, c'est produire. Donc pour les devs, c'est coder. Pour la com, c'est mettre en place les outils de communication, les stratégies, les plans de com, tout ça. Etc. Pour les designers, c'est faire le design. Et donc une semaine de framing, 2 semaines de build. Et en fait, l'idée, c'est que, encore une fois, chacun est responsable de ses semaines. Et donc en fait, on n'est pas dans un système où on va faire, par exemple, des daily stand-up et tous les matins, on va pas dans un système où on va faire un sprint ou en début de sprint, on met tout le monde ensemble pour parler de chaque sujet. Après, tous les matins, on demande à chacun est-ce que ça va bien, qu'est-ce que vous avez fait hier, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui. Et après, en fin de sprint, on fait une rétrospective. Ça, c'est pas du tout la manière dont on veut fonctionner. Tout simplement parce que déjà, quand on dit que on a envie que chacun puisse fonctionner comme il veut et vivre comme il veut, c'est extrêmement frustrant de devoir être tout le temps au même endroit plein de fois par semaine. On a envie de faire confiance aux gens aussi, tout simplement. Et ensuite, le but, c'est que chacun soit autonome. Et du coup, on se dit, chaque développeur sait que en semaine de framing, il a dit, OK, moi, j'en ai pour tant de temps pour faire telle fonctionnalité. Ensuite, il se lance dans son code. Et en fait, il est responsable, s'il voit qu'il va avoir du retard ou des complications, de remonter le problème et de dire de lever un drapeau et de dire ok, j'ai besoin d'aide. Et après, du coup, c'est l'organisation qui l'aide, les personnes qui sont en charge du delivery qui l'aident à régler le problème. Mais du coup, ça vient des développeurs qui sont responsables de remonter le truc. Et du coup, en fait, si personne ne remonte rien, on part du principe que tout va bien, que le sprint va être dans les temps, et du coup, il n'y a aucune raison en fait de faire des réunions ou de se parler. T'aimes pas bien les réunions, toi? Non, j'aime pas trop les réunions. Et toutes nos réunions sont très courtes. Il y a très peu de réunions. Il y a les devs, donc pour les personnes qui sont pas dans l'organisation, dans le delivery, les devs, ils ont 2 heures de réunion par semaine, et c'est tout. Tout le reste du temps, ils peuvent le consacrer à c'est processé développer. ça, ou c'est aujourd'hui c'est factuellement ce qui se passe, quoi? Aujourd'hui, c'est factuellement ce qui se passe. Si je regarde un calendrier, ça va être ça. Par contre, c'est vrai que j'y prête beaucoup d'attention et toute heure qui viendrait s'ajouter de manière récurrente dans le calendrier devrait être dûment justifiée. Mais ouais, c'est le but de laisser vraiment chacun autonome et c'est pareil. Si quelqu'un a un problème, de lui-même, il va parler à la bonne personne et il va trouver les bonnes ressources et il n'y a pas besoin d'attendre le lendemain matin au daily stand-up pour parler de son problème, quoi. Donc en fait, ça apporte énormément de fluidité et ça apporte aussi une tranquillité d'esprit qui est énorme, je trouve, de se dire en fait chacun fait son travail et j'ai pas besoin d'aller suivre chacun, de demander à chacun si jamais il a besoin d'aide, quoi, parce que je sais qu'il viendra me voir si il a besoin. Ok. Je crois qu'on a fait pas mal le tour. Je vais te poser 2-3 petites dernières questions. Est-ce que tu as un surnom? Oui. Enfin, mon surnom principal, c'est J Blanche. Et il y a une story? Ça vient de 42, parce qu'à 42, chacun a un surnom, un identifiant, quoi. C'est première lettre du prénom et X lettres du nom de famille. Donc moi c'est J Blanche et en fait vu que ça sonne bien, que ça s'enchaîne bien, en fait tout le monde m'appelle J Blanche, même des gens je pense qui ne savent pas pourquoi ils m'appellent J Blanche et d'où ça vient.
Mais ouais, c'est un peu mon surnom qui est resté. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on est déjà 2 Julien chez Finari. Et donc, je m'appelle déjà officiellement J Blanche. Ça y est. Et l'autre Julien a gardé Julien. Ok. Est-ce qu'il y a une question que je t'aurais pas posée et que tu voudrais que je te pose? Je réfléchis très fort. On a fait un bon tour. Non, il y avait le dernier objectif quand même qui est important à partager, je pense. Ah, alors c'était quoi ce dernier objectif? De participer aux 24 heures du Mans d'ici 10 ans, sachant qu'il reste 9 ans, 2030, hein, objectif officiellement. Et donc ça, je pense que c'est l'objectif le plus ambitieux et qui structure un peu tout le reste. De se dire, ok, dans 10 ans, il faut que je fasse les 24 heures du Mans dans une top team et en tant que gentleman driver, donc ça veut dire en gros, il faut payer sa place. Donc il faut avoir les moyens. Et après, c'est la course qui est réputée la plus difficile au monde, course automobile la plus difficile au monde. Et donc, c'est l'entraînement qui va derrière, la rigueur, le fait de... Enfin, ça rassemble un peu tout. Ça rassemble l'adrénaline, ça rassemble le sport, ça rassemble la vitesse, ça rassemble plein de choses. La compétition. Et donc du coup, ouais, c'est quelque chose qui est difficile, que j'ai envie de faire. Ça ressemble à la résilience aussi, parce que c'est 24 heures. Et ouais, donc voilà, donc c'est quelque chose qui se prépare beaucoup, je pense, pour arriver à un très bon niveau. Et aujourd'hui, je suis dans une phase où je m'entraîne de mon côté. Je m'entraîne au moins 1 heure par jour sur simulateur déjà pour apprendre à piloter, plusieurs fois par an sur circuit. Et puis au fur et à mesure que mes moyens et mon temps augmenteront ou s'aménageront, j'améliorerai ça. Il y a préparation physique aussi, il y a trouver le réseau, trouver des gens qui ont de l'expérience et qui peuvent m'accompagner là-dedans et m'introduire, parce que je connais personne en fait là-dedans. Donc il y a de moi-même aussi aller contacter le fondateur de Basecamp DHH, le CTO de Basecamp DHH, qui a fait du coup Shape Up avec son associé. Il est gentleman driver aux 24 heures du Mans. Et donc typiquement, c'est aussi aller contacter des gens comme ça et oser aller parler à d'autres gens. Enfin, c'est des choses pour moi qui sont pas forcément évidentes de m'ouvrir et d'aller parler à des gens comme ça. Donc il y a plein de choses intéressantes à apprendre jusqu'à arriver à l'objectif. Donc voilà, ça fait aussi partie du plan. Bon, du coup, comme aurait dit un certain Patrick, est-ce qu'on se donne rendez-vous dans 10 ans et on regarde dans le rétroviseur et avec plaisir. Si CTOs existe encore, on fera la rétro. Ouais, on fera le rétro avec grand plaisir. Ça marche. Je te pose une dernière question. Est-ce que tu as lu des bouquins de Mike Horn? Ah oui, oulala, j'ai oublié ça. Parce que là, du coup, quand je suis en train de lire Vouloir toucher les étoiles. Enfin, c'est son dernier là qui vient de sortir? Non, c'est pas le dernier. C'est quand il a fait quand il a gravi 4 sommets himalayens à la suite. Bon, j'en ai lu 2-3 autres de Mike Horn. Objectif pôle Nord de nuit et autres. Ouais. Je pense que t'as dû lire celui-là pour ton deuxième objectif. Et si tu l'avais pas lu, je te l'aurais conseillé. Ouais, ah oui, non, carrément. Je les ai oubliés, mais grossière de ma part, parce que c'était un énorme déclic et il y a plusieurs choses qu'il a fait que je prévois aussi d'organiser et de faire derrière lui. Ouais. Bon, je vois qu'il y a de l'ambition. On va essayer, hein. Merci, Julien. Trop bien, merci. Et à dans 10 ans. Ouais, dans 10 ans, on en reparlera. Salut. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu, ou un petit clic pour un partage aux copains, ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.